Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons commenter une phrase qu'on entend beaucoup chez les Occidentaux et notamment les Français. Ils disent, les Occidentaux, hein, tous les ressortissants des pays riches, ou ces pays riches, dans leur diplomatie, ils affirment toujours: les échanges commerciaux avec l'Afrique ne représentent rien. Voilà la thèse des Occidentaux. C'est-à-dire qu'on peut se passer de l'Afrique, on peut même effacer l'Afrique de la carte du monde. L'Afrique ne compte rien en économie, dans l'économie mondiale. L'Afrique, c'est, bon, c'est notre marchepied, quoi. On peut faire ce qu'on veut de l'Afrique. Il ne nous arrivera rien et il n'y aura aucune conséquence pour nous. Parce que l'Afrique n'apporte rien dans le commerce international. C'est une thèse de fou. C'est-à-dire que ceux qui soutiennent cette thèse, ceux qui répètent à longueur de journée ce genre de phrases du côté occidental et même du côté africain, puisqu'il y a des Africains qui croient à ça. Que de toute façon, vous avez entendu Mohamed Bazoum dire que ce n'est pas nous qui avions besoin de la France, plutôt c'est nous qui avons besoin de la France. La France n'a pas besoin de nous. La France n'a pas besoin de notre uranium. Parce que nous apportons à la France combien? 2000 tonnes par an, c'est rien. La France va se ravitailler au Kazakhstan et dans d'autres pays, au Canada et autres. Le pétrole africain, on a entendu les Français vous dire que le pétrole africain, congolais notamment, c'est pas un bon pétrole, c'est un pétrole moins cher qui ne vaut absolument rien sur le marché international. C'est vrai quand on dit que l'Afrique ne pèse pas dans les échanges commerciaux. Ça, c'est normal, ça, c'est vrai. Mais pourquoi cette thèse est vraie? C'est là la vraie question. En tant que docteur en sciences politiques, ce qui est important pour nous, c'est de savoir. Ils disent ça, mais est-ce qu'il y a une vérité? Oui, c'est vrai. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui pousse les gens à dire cela? Et qu'est-ce qui justifie cette faiblesse africaine? Quand on sait que près de, en 2022, là, 33% des matières premières mondiaux qui sont échangées, qui circulent dans le monde, viennent d'Afrique. Et d'ici là, dans quelques années, ce sera 50%. 50% des matières premières du monde vont venir d'Afrique. Mais pourtant, l'Afrique ne pèse pas dans les échanges commerciaux. L'Afrique ne contribue pas dans l'économie mondiale. L'Afrique n'existe pratiquement pas parce qu'elle n'apporte rien.
Et d'ailleurs, vous le savez, vous voyez très bien, l'Afrique est pauvre. Ce sont des pays pauvres. Le Niger est pauvre. Le Congo est pauvre. Le Gabon est pauvre. Les gens souffrent, meurent de faim. Plus de 50 à 70% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Comment expliquer ça? Il y a deux éléments clés dans cette affaire. La première des choses, c'est que nos matières premières ne sont pas achetées au prix réel du marché. Je reprends. La première des choses, c'est que les matières premières africaines ne sont pas achetées au même prix que les matières premières des autres pays, notamment occidentaux. J'ajoute, je reprends encore, une troisième fois, comme le Mali nous a appris la nouvelle méthode pour mieux comprendre ce que l'on veut expliquer. C'est que nos matières premières sont achetées à vil prix. Je vais prendre le cas, par exemple, de l'uranium du Niger. La France achète l'uranium au Niger, ou plutôt prend l'uranium au Niger gratuitement. À combien? À 11 000 le kilo. Et cette même France revend cet uranium à 230 000 le kilo. Voyez, donc la France ne dépense pratiquement rien. Le Niger n'apporte pratiquement rien. Et oui, c'est ça le vrai problème. C'est que quand ceux qui commercialisent avec nous, que ce soit les Occidentaux, que ce soit la Chine, quand vous arrivez avec des gouvernements qui sont complètement corrompus, pourvu qu'ils ont 10% qui sont versés dans leur compte en Occident notamment, comme disait le Floch Prigent, que tous les chefs d'État africains, pour les matières premières, il y a une partie que nous leur donnons à eux. On verse ça dans leur compte privé, personnel. On ne verse pas à l'État. Et ce qui nous permet d'exploiter comme on veut. Donc, on achète nos matières premières à un prix qui défie toute concurrence. On n'a pas besoin de comptabiliser même ce que l'on donne à ces pays. Regardez, mais Jacques Chirac l'a dit, ils achètent le café ivoirien à 2, 3, 5 dollars, au plus fort des prix, 5 dollars. Donc, le prix d'un kilo de café qu'ils achètent à 5 dollars peut produire plus de 250 tasses de café. Et sur les 250 tasses de café, la tasse de café est vendue à 5 dollars. 3 dollars, 4 dollars. Donc, la France fait un bénéfice de 249 fois le prix qu'elle achète la matière première. Donc à ce moment, effectivement, eh ben, on ne peut pas compter dans les échanges commerciaux. On ne pèse pas, puisque vous ne dépensez rien. Là-bas, on prend gratuitement. Ils sont bien gentils de donner 5 dollars. Sinon, en fait, ils prennent gratuitement. Mais il n'y a pas que ça, il y a un autre élément. Le deuxième élément, c'est que les quantités qu'ils prennent chez nous ne sont pas tous comptabilisées. Elles ne sont pas toutes comptabilisées. C'est ça le grand problème. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre 50 barils de pétrole et ils vont comptabiliser à peine un baril. Ils vont vous dire, on a pris 2 barils chez vous. Donc les 50, les 48 autres là ne sont pas comptabilisés, c'est gratuit.
Parce qu'il est clair, et il a été reconnu par des chefs d'État africains, comme le président Pascal Lissouba, qui disait que le Congo, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, au moment où nous parlons, ne sait pas combien de tonnes de barils de pétrole la France puise dans ses côtes. Le Congo ne sait pas. C'est Pascal Lissouba qui parle. Et les experts de l'Hydro-Congo à l'époque, qui s'occupaient de ces questions, ils vous disent que non, on n'a aucun bateau, on n'a aucun hélicoptère pour aller vérifier, pour aller regarder, observer, pour aller contrôler. Non, il n'y a personne, il n'y a rien. Donc, tous ces facteurs-là font que, eh bien, puisque vous ne connaissez pas combien on puise sur vous, et le flot Prigent a affirmé que, effectivement, oui, nous savons, en prend, il y a des navires fantoches qui viennent, qui ne sont pas du tout comptabilisés. Des navires qui ne sont pas comptabilisés. Et pour un seul navire, c'est un manque à gagner de plus de 100 millions d'euros qui échappent au trésor public congolais. Pour un seul navire. Et sur 10 navires, vous avez peut-être 1 ou 2 navires qui sont comptabilisés. Donc vous avez 8 navires qui ne servent à rien. Voilà ce qui se passe, la réalité. C'est ce qui fait que quand vous voyez le Niger, les Français disent que nous, on peut se passer de l'uranium du Niger, on a d'autres moyens d'approvisionnement. On dit que le Niger, c'est le 7e, le 8e, le 10e, le 50e producteur mondial d'uranium. Le Niger apporte à peine 5% de l'uranium mondial. 5%. On part sur des données fausses, on constate qu'effectivement le Niger ne pèse rien. Mais regardez ce qui est en train de se passer. Un journal économique comme le New York Times et le Financial Times qui vous révèle qu'actuellement, la crise au Niger est en train d'augmenter le prix de l'uranium sur le marché de façon alors exponentielle. Comment vous expliquez ça? Puisque le Niger ne pèse rien. Mais pourquoi le prix de l'uranium est en train d'augmenter? Le Niger n'est que le 7e producteur mondial. Le Niger contribue à peine, apporte à peine 5% de la production mondiale. Ça montre bien que les quantités qui sont révélées, qui sont exploitées, ne sont pas les vraies quantités qu'on nous donne dans les registres. Ça veut dire qu'on nous pille, qu'on vole, qu'on prend ça par prédation. Ils contrôlent les présidents et ces présidents sont tétanisés. Ils ne peuvent rien faire. Tout ce qui compte pour eux, c'est d'avoir leur part dans leur poche, dans leur compte personnel, avoir leurs enfants aller habiter en France, avoir des maisons en France, ainsi de suite. Voilà ce qui se passe exactement. Comment expliquer que le Niger, le fait que la principale compagnie qui exploite l'uranium du Niger, c'est-à-dire Orano, a baissé seulement sa production. Elle a baissé sa production. Eh oui, elle baisse sa production. Et le coût de l'uranium au niveau mondial, le prix augmente. Et d'une manière, alors, très dangereuse et gravissime. Or, nous savons, ce n'est pas avec 5% que vous allez influencer le prix mondial. Ce n'est pas possible. Vous apportez à peine 5% du pétrole et d'uranium dans le monde. Et quand vous diminuez votre production, c'est-à-dire qu'au lieu de 5%, vous pouvez venir à 2-3%, et le monde entier prend un coup. Ce n'est pas possible. En général, quand vous voyez que le prix, vous influencez le prix, c'est que vous êtes autour du tiers, du quart.
quand vous êtes autour de 25%, 15%, là, votre action peut influencer les prix. Pas avec 5%. En plus, l'uranium, ce n'est pas un produit que tout le monde utilise, puisque le Niger lui-même n'utilise pas l'uranium. Il ne sait même pas ce que c'est. Donc voilà, il y a deux éléments. Les prix qui ne sont pas les bons. Donc on achète la matière première pratiquement gratuitement, on prend ça gratuitement. Ça fait qu'on n'influence pas. Deuxième des choses, c'est qu'on ne comptabilise pas tout ce qu'on puise, tout ce qu'on vole chez nous. On nous dit, on a pris seulement 2 tonnes. Vous savez, regardez, Youssoufou vous dit, nous produisons à peine 2000 tonnes. Ils mentent parce qu'on s'est rendu compte, eux-mêmes, ils vont vous dire que non, mais attendez, le Niger est le premier producteur d'uranium en Europe. Tous les pays européens s'approvisionnent au Niger, via la France, bien sûr. Et on vous dit que le Niger est le premier pays producteur, fournisseur d'uranium en France. Et puis, vous me dites que nous ne produisons que 2000 tonnes. C'est faux. Oui, le Niger peut connaître, se rendre compte, peut avoir des chiffres comptabilisés à 2000 tonnes, mais au fond, ce n'est pas 2000 tonnes qu'ils prennent. Eh oui, ce n'est pas 2000. C'est 20 000, c'est 30 000, c'est 40 000, 50 000. Et les autres, là, c'est gratuit. Voilà pourquoi on ne peut pas peser en ce qui concerne le commerce international. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Les pays africains doivent maintenant être vigilants pour mettre en place des systèmes de contrôle efficaces. Et surtout, ils doivent dicter, commander les prix. C'est pour ça que nous soutenons le fait que les prix doivent être décidés en Afrique, pas à Londres, à Paris ou aux États-Unis. En tout cas, les prix de nos matières premières. Ce que nous produisons, nous devrons nous-mêmes être ceux-là qui déterminent les prix. On peut peut-être négocier avec les acheteurs, mais à la base, c'est nous qui devons décider. Voilà ce qui nous permettra de nous développer et d'être considérés sur le marché international. Or, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.